Bien, donc nouveau cours de problématique de l'enseignement des langues. C'est la première fois que je fais ce cours à distance. En fait, c'est assez étonnant d'être dans cette situation-là pour quelque chose qui est pour un cours qui est très très concret en fait sur qu'est-ce que c'est qu'enseigner les langues, qu'est-ce que c'est qu'un élève, qu'est-ce que c'est qu'une classe de langue. Et là ici donc cette fois-ci pour ce semestre et peut-être pour les suivants, sait-on jamais, on se retrouve donc dans une situation où on est à distance et donc pas du tout dans un espace de classe comme celui auquel on pense d'habitude quand on parle, quand on parle de ce que c'est qu'enseigner une langue. Donc on va revoir pas mal de choses en fait dans ce cours. C'est un peu le début de votre parcours en français langue étrangère ou en didactique de l'enseignement des langues, enfin en didactique des langues, pardon. Et donc voilà, donc on va parler en fait de la classe de langue, même si évidemment il y a bien d'autres moments où on enseigne et où on apprend des langues que dans une classe. On parlera aussi évidemment de ce que c'est qu'un élève, de ce que c'est qu'un apprenant. On va parler bien entendu de la différence entre didactique et pédagogie. On va redéfinir en fait tous ces termes pour vous donner une idée un peu générale, en fait, qu'on construise ensemble, une idée un peu générale de cette problématique qu'est apprendre et enseigner une langue étrangère. Donc j'ajoute évidemment apprendre parce que maintenant on voit bien que enseigner, on parle souvent d'enseignement-apprentissage et on voit bien que l'enseignement se détache pas, enfin se décroche pas, ne peut pas se décrocher de l'apprentissage. C'est pas parce qu'on enseigne quelque chose que les élèves l'apprennent. Je veux dire, ça suppose aussi une activité de la part de l'élève. On a une vision évidemment bien différente de ce qu'on avait il y a une centaine d'années, dans une perspective un peu traditionnelle, où on se disait qu'à partir du moment où on enseignait quelque chose, les apprenants, enfin les élèves qui étaient en face de vous allaient l'apprendre. Bon, maintenant on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Il passe aussi beaucoup de choses dans l'action de l'apprenant, non seulement dans l'action de l'enseignant, mais aussi dans l'action des apprenants. Donc on va retravailler sur ça, sur le couple enseigner-apprendre, enseignement-apprentissage, sur l'évolution de l'idée d'élève vers l'idée d'apprenant, donc qui met l'accent avec ce suffixe en en sur l'activité, hein, sur le fait qu'on est en train de faire quelque chose. Donc l'apprenant, alors après ça s'est décliné dans beaucoup de cette suffixation, ce participe présent s'est décliné dans beaucoup de situations, comme les masterants, les doctorants. On n'a pas encore des licençants, mais ça ne saurait tarder, certainement. Donc vous voyez qu'il y a toujours autour de tout ça, beaucoup de créations terminologiques, hein, et que c'est intéressant d'observer en fait comment ces créations terminologiques évoluent et comment elles changent la représentation du métier. Donc on parlera de la classe de langue, de ses lieux, de sa disposition. Vous allez voir que la disposition des classes, qu'elles soient des classes de langue ou des classes d'autre chose d'ailleurs, a évolué dans le temps, hein, depuis la disposition frontale avec l'enseignant devant le tableau, les élèves qui lui faisaient face, jusqu'à une disposition par groupe, différents types de changements en fait dans la disposition de la classe. Et même jusqu'à maintenant, cette espèce de classe virtuelle, cette espèce de classe virtuelle qu'on peut avoir. Donc ça, on pourra aller d'ailleurs jusque-là, en fait, en explorant un petit peu les mondes virtuels et l'échange en ligne, enfin, ce qui change dans notre rapport à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc la classe de langue, ses lieux, sa disposition, sa dynamique, les interactions dans la classe de langue et jusqu'aux espaces virtuels. Donc on va revoir aussi la distinction didactique-pédagogie, hein, donc au sens habituel, hein, la didactique, donc une discipline scientifique qui se préoccupe de construire des contenus d'enseignement, d'avoir un discours en fait sur l'enseignement et sur la formation en général, et la pédagogie qui est plus quelque chose de pragmatique, qui est au niveau de l'action qu'on mène dans une classe ou avec des élèves, donc plus au niveau interrelationnel et au niveau pragmatique interpersonnel, pardon, et au niveau pragmatique, l'action concrète de l'enseignant dans sa classe, de l'enseignant avec des élèves. Donc on est plus dans la pratique que dans le théorique, comme pourrait l'être la didactique. Ensuite, donc l'apprenant, l'élève,
Donc ça, on vient d'en parler un petit peu, donc la différence entre le fait, l'évolution de la conception entre l'apprenant, enfin, entre l'élève au départ, puis l'apprenant, hein, donc ça on en reparlera un peu tout à l'heure aussi dès maintenant, quand on va regarder le triangle pédagogique de Husserl pour fixer un peu quelques idées. Hein. Donc on a cette distinction-là en fait avec le fait donc qu'on met l'accent sur l'action effectivement de la personne en train d'apprendre, ses processus d'apprentissage, ses stratégies, etc. On parlera aussi un peu des besoins des apprenants, et ça on verra que donc ça nous entraînera évidemment à resituer ça dans l'histoire de la didactique et à voir à partir de quel moment on a commencé à prendre en compte vraiment les besoins des apprenants de langue. Pourquoi est-ce qu'on apprend une langue étrangère? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Du coup, quels actes de parole ou quels besoins en termes de lexique, de formules, dans quelle situation on va se retrouver à parler une langue étrangère et donc qu'est-ce que ça va supposer comme besoin en formation? Les objectifs, la définition des objectifs, les compétences évidemment par la suite, donc les objectifs en termes d'objectifs linguistiques, d'objectifs grammaticaux, voilà donc comment on a évolué vers une pédagogie par objectif qui découpe un peu les contenus du savoir linguistique en différentes formes d'objectifs, par exemple être capable de se présenter, avoir comme objectif donc être capable de demander son chemin, de commander dans un restaurant. Ça va nous conduire vers les actes de parole et petit à petit, en fait, on va reconstruire comme ça une partie de l'histoire de la discipline. On va voir que la discipline, la didactique des langues, s'est construite avec les besoins d'apprentissage en langue. En particulier, bon, il y a plein de choses qui se sont passées évidemment, mais il y a eu aussi un gros travail, par exemple, au moment de la construction de l'Europe, hein, et donc de la nécessité à l'intérieur de l'espace européen d'apprendre différentes langues de différents pays européens pour pouvoir construire vraiment cet espace de communication européen, voyager dans les différents pays et donc parler les différentes langues, que ce soit de l'anglais, de l'allemand, du français, de l'espagnol, du portugais, de l'italien. Donc on verra qu'en fait il y a eu un gros travail fait sur l'enseignement de ces différentes langues à l'intérieur de l'Europe. Donc les objectifs, les compétences, l'approche par compétences, l'approche actionnelle. Donc on verra qu'on met beaucoup l'accent maintenant sur l'action en fait. Et donc ça aussi, philosophiquement parlant, c'est intéressant de voir qu'on a changé un peu de discours en fait, des savoirs vers l'apprentissage, puis vers l'action, vers des savoirs, puis de la définition des besoins, de la définition des objectifs, et vers l'action et l'approche actionnelle, où on va parler de tâches qu'on accomplit avec la langue. Hein, donc vous voyez que cette l'activité linguistique est de plus en plus conçue comme une action qui transforme le monde, qui le construit. Donc ça va avec un certain type de philosophie du langage qui est orienté aussi vers ce côté action, interaction et aussi médiation, comme on le verra quand on regardera un petit peu les développements du cadre européen commun cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues. Voilà, donc ça fait un grand programme en fait à traiter dans ce semestre. On va faire qu'effleurer en fait beaucoup de choses parce que vous verrez, vous les approfondirez en fait dans les cours suivants, que ce soit introduction à la didactique, évaluation et certification, nouvelles technologies pour l'enseignement des langues, nouvelles technologies et enseignement des langues, pardon, politique linguistique. Enfin, vous avez toute une série, évidemment, toute cette discipline en fait de la didactique des langues en fait s'est construite au fil des années, bon, en gros depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Et le moment où on a commencé à fonder des masters, ça s'appelait à l'époque des maîtrises, d'enseignement du français langue étrangère, puis de didactique des langues, c'est dans les années 70-80 en fait. Donc là, à ce moment-là, la production scientifique autour de la didactique des langues s'est beaucoup diversifiée et s'est beaucoup enrichie. Donc vous avez maintenant toute une série de recherches qui portent sur ça. C'est un domaine très actif. C'est aussi évidemment, bon ça on en parlera, c'est aussi évidemment un marché et un secteur d'emploi complètement en fait. Donc ça,
je veux dire, c'est l'un des intérêts d'ailleurs du secteur, c'est que ça donne beaucoup de travail. Je veux dire, là, par exemple, j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, donc aux États-Unis, il y a toute une série une quantité énorme de gens qui apprennent le français. Dans le monde entier, on considère qu'il y a 1 million de professeurs de français dans le monde entier. Hein. Une dizaine de millions, pardon, une centaine de millions de personnes qui apprennent le français et 1 million à peu près de professeurs de français. Donc il y a des débouchés, il y a de l'activité évidemment dans le secteur. Bon, évidemment, vous n'enseignerez peut-être pas que le français, peut-être que vous enseignerez l'anglais ou votre langue maternelle ou une autre, où vous travaillerez justement à développer des questions didactiques autour de votre langue maternelle. Il y a encore plein de travail à faire. Par exemple, j'ai des étudiants qui travaillent sur le kabyle, sur l'arabe évidemment, sur des langues africaines, mais aussi sur l'espagnol, sur l'anglais, sur l'italien. Il y a encore plein de travail à faire évidemment pour travailler sur la didactique de ces différentes langues, c'est-à-dire fabriquer des manuels, voir comment on les enseigne, fabriquer du matériel pédagogique qui mette en relief les spécificités culturelles de telle ou telle langue. Donc il y a plein de travail en fait encore à faire dans le domaine. Voilà, donc on regardera aussi donc, les grands courants théoriques sur les apprentissages, hein, ce qu'on vient de déflorer un petit peu. Donc vous verrez qu'en fait la manière dont on a conçu, dont on conçoit ce que c'est qu'apprendre quelque chose, et en particulier ce que c'est qu'apprendre une langue, ça a beaucoup évolué depuis le XVe siècle, depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à maintenant, avec une accélération probable au cours du XXe siècle. Donc on est maintenant au XXIe siècle. Et évidemment, on voit qu'il y a des changements énormes dans la manière dont on enseigne, dans la manière dont on apprend. La dernière crise qu'on est en train de traverser, donc la crise de cette pandémie là, qui nous poursuit depuis un petit moment, donc fait qu'on a une accélération de l'enseignement à distance, une accélération on est obligé d'accélérer sur l'enseignement à distance et sur les nouvelles technologies. On accélère sur ces questions-là, évidemment poussé par la nécessité, et pas forcément, bon, c'est des choses sur lesquelles on a commencé à réfléchir déjà, parce que évidemment, ça fait l'enseignement à distance peut faire gagner du temps de transport. Pour les langues, par exemple, on peut former des cadres de grandes entreprises qui sont pressés, pour qui le temps est précieux, qui on enseigne par Skype ou par Zoom ou par n'importe quelle plateforme. Donc, je veux dire, on avait déjà réfléchi évidemment à toutes ces techniques, ces nouvelles techniques d'enseignement à distance. Mais évidemment, là, ça a donné un coup d'accélérateur et une massification, en fait, de l'enseignement à distance, pas forcément très, très réfléchi. C'est-à-dire que, même si nous, on a essayé d'appliquer les choses sur lesquelles on avait déjà réfléchi, enfin, on verra un petit peu les idées de formation hybride en langue, etc., on a dû parer au plus pressé et donc faire ce qu'on pouvait avec ces nouvelles technologies. Mais certainement, ça va accélérer la réflexion sur ces nouvelles technologies et sur la manière dont on les utilise pour enseigner en général et en particulier pour enseigner et apprendre une langue. Vous verrez que là, par exemple, on regardera depuis pas très longtemps, l'Alliance française a fait des cours sous forme de MOOC, Massive Online Open Courses, donc des cours en ligne ouverts et massifs que vous trouverez sur France Université Numérique. On les regardera éventuellement. Donc vous verrez que là aussi on a commencé à mettre en ligne une quantité de choses. Bon, on en parlera en détail. C'est un des cours que je fais dans le master, donc j'ai quelques petites idées là-dessus. Voilà. Et donc on va regarder ça, grand courant théorique sur les apprentissages, sur la didactique, les changements de technique aussi évidemment, changements techniques qui sont assez passionnants à observer en fait, puisqu'on voit, vous voyez évidemment que dès qu'on a une technique nouvelle qui apparaît, que ce soit l'enregistrement de la voix dans les années 30 ou 20, même peut-être avant, dans les années 1920, je parle donc du XXe siècle, l'enregistrement de la voix va être tout de suite utilisé pour travailler dans des laboratoires de langue, bon, ça c'est les années 50 à peu près,
et former des apprenants de langue étrangère. Après, dès qu'on va avoir la vidéo, les films fixes, etc., on va aussi intégrer ça dans la didactique des langues. Pareil avec l'informatique, l'enseignement assisté par ordinateur. Donc dès qu'on a des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, la didactique des langues est très gourmande en fait de nouveautés et va tout de suite s'approprier les nouveautés techniques. Voilà, donc ça, on regardera ça, vous verrez que c'est assez passionnant parce que ça permet de s'interroger aussi sur la manière dont le monde fonctionne, dont les technologies évoluent en général et dont on se les approprie dans différentes disciplines. Voilà, on parlera aussi, on va aussi jouer un peu, donc on parlera de jeux dans la classe de langue aussi, de comment est-ce qu'on fait pour motiver les apprenants et quels jeux on peut faire pour apprendre des langues. Donc ça, on fera probablement toute une séance sur ça ou peut-être deux. Voilà, tout ça sera très introductif, hein, évidemment. Vous commencez, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant les périodes où on sera en vidéoconférence. Hein. Donc l'organisation du cours est simple. Hein. Chaque semaine, je vais enregistrer une vidéo comme celle-ci, que celle que vous regardez actuellement, qui durera à peu près 1 heure ou peut-être un peu moins, ça dépendra de mon inspiration. Donc, ensuite, on se retrouvera donc aux périodes prévues pour le cours, hein, donc ce sera le vendredi. Donc je serai à votre disposition pendant soit les 2 heures et demie du cours, soit un peu moins longtemps, si on a fait le tour de la question, pour vos questions, pour répondre à toutes vos questions et discuter autour des contenus de la vidéo de la semaine. Donc on commencera tout ça dès la semaine du 18 janvier. Donc je vous retrouverai en ligne donc, sur Big Blue Button. Vous allez dans votre plateforme Moodle et vous regardez Big Blue Button. Les vidéos sont toujours mises en ligne sur YouTube de façon à ce que vous puissiez tous y accéder sans avoir besoin d'aucun code ni de quoi que ce soit d'autre. Pour Big Blue Button, vous avez besoin d'être inscrit comme étudiant à Paris 8, enfin pour la plateforme Moodle et l'accès à Big Blue Button. Donc si jamais il y en a certains à qui ça pose des problèmes, vous me dites et on peut se retrouver aussi sur d'autres plateformes qui sont libres d'accès si jamais certains d'entre vous ont trop de problèmes pour se connecter par ce moyen-là. Il arrive d'ailleurs que ça ne marche pas et qu'on soit obligé de passer sur Google Meet ou sur des plateformes de ce type-là. Voilà, donc merci beaucoup. On va commencer tout de suite par le triangle pédagogique de Hussein. Et donc voilà, donc on y va. Merci. J'évoquais donc tout à l'heure le triangle pédagogique de Jean Hussein. Donc vous le voyez ici à l'écran. Hein, donc c'est un triangle qui a comme tout triangle évidemment 3 sommets, sauf qu'ici donc on va définir les sommets comme des acteurs ou des partenaires de l'action pédagogique en fait. Donc vous voyez on a le savoir, l'un des sommets, l'enseignant en bas et l'étudiant ou l'apprenant au troisième angle du triangle. Peu importe évidemment que le savoir soit en haut ou en bas. C'est juste une représentation. Donc vous voyez qu'en fait, il est à chaque fois question en fait d'une action, j'allais dire d'un ménage à 3 en fait, d'une action qui comprend 3 acteurs. Hein. Donc celui qui enseigne, celui qui apprend et le savoir constitué. Donc qui pour nous va être encore un objet assez complexe puisqu'il s'agit de langue. Donc vous avez différentes postures autour de tout ça. Donc quand l'étudiant est en rapport direct avec le savoir, c'est parce qu'il est en train d'apprendre, hein, c'est la posture apprendre. L'enseignant en rapport avec le savoir, lui enseigne, hein, diffuse le savoir, le reconstruit, le fait vivre à nouveau. Et lorsque l'enseignant est en rapport direct avec l'étudiant, il est en train de le former, donc de lui apprendre évidemment à apprendre ou de lui apprendre à la méthodologie pour acquérir un certain savoir. Donc vous avez cet article-là qui est pas inintéressant, qui est dans EduScol. Donc EduScol, c'est le site de l'éducation nationale.
en général, les connaissances que vous allez trouver sur EduSchool sont assez certifiées. C'est pas n'importe quel site, hein, évidemment. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, bon, je veux dire, on en parlera certainement. Bon, vous allez avoir des bibliographies avec des ouvrages qui viennent de revues à comité de lecture, etc., de choses qui sont certifiées du point de vue de la qualité des savoirs justement qui y sont contenus. Maintenant, les choses changent un peu avec l'Internet, et moi, ça m'arrive évidemment d'utiliser Wikipédia comme tout le monde. Je veux dire, oui, sachant que Wikipédia est de plus en plus reconnu en fait comme une source de savoir relativement fiable, surtout quand on travaille sur des notions où il y a pas mal de lecteurs qui lisent les articles. Parce que les articles sont corrigés, revus par les lecteurs, revus par les pairs. Donc vous avez vu récemment, il y a eu des reportages en fait sur ce nouveau type de construction collaborative du savoir. C'est un type de construction du savoir qui est intéressant à observer. Donc triangle pédagogique de Jean Houssaye. Dans son modèle de compréhension pédagogique, Jean Houssaye définit tout acte pédagogique comme l'espace entre trois sommets d'un triangle, l'enseignant, l'étudiant et le savoir. Derrière le savoir se cache le contenu de la formation, la matière, le programme à enseigner. Donc vous allez voir qu'après, quand on va travailler sur la question des langues, vous allez voir qu'évidemment le savoir sur les langues et les savoirs linguistiques sont des objets complexes, parce qu'on sait faire des choses avec la langue, c'est l'action, c'est la capacité à parler, à s'exprimer, etc. Et on peut avoir des savoirs sur la langue qui seront plus des savoirs déclaratifs, ou des savoirs d'ordre culturel, comme par exemple la grammaire de la langue, connaître la grammaire de la langue, avoir travaillé sur des questions de linguistique. Ce sont des savoirs sur la langue, mais qui n'ont pas forcément d'effet sur votre capacité à la parler, ou à la parler correctement, entre guillemets. Donc on verra qu'il y a toute une série de choses assez complexes autour de la langue. Quelle langue on enseigne aussi, hein, quelle langue on enseigne et quelle langue on apprend. Et là, ça va poser évidemment la question des besoins des apprenants. Si vous apprenez une langue qui est très différente de la langue quotidienne qu'on va parler dans le pays, ça peut poser des problèmes. Il y a plusieurs anecdotes que je raconte souvent, en fait, parce que j'ai eu quand même une assez longue carrière d'enseignant des langues et d'apprenant de différentes langues. Donc, par exemple, une fois, j'enseignais à des enfants dans une classe de non-francophones, enfin, ce qui s'appelait comme ça à l'époque, ce qui sont maintenant les UPE2A, les unités pour les primo, alors je ne me rappelle plus exactement le titre, les allophones apprenants en tout cas, donc des enfants qui arrivent en France et qui apprennent le français. Et donc je leur fais une petite leçon, on était au début de l'année, donc c'était comment rentrer en contact avec quelqu'un. Donc c'était bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles, quel âge as-tu, etc. Donc demander, savoir se présenter et savoir demander à quelqu'un de se présenter. Objectif communicatif, logique d'apprendre ça au début d'un apprentissage. Donc on fait ça dans la classe, on fait un petit jeu de rôle à la fin pour que les élèves répètent. Et puis ils disent comment tu t'appelles, comment t'appelles-tu. Alors j'avais supprimé quand même comment t'appelles-tu parce que l'inversion du pronom avec le verbe, c'est un peu un niveau de langage un peu trop soutenu en fait pour des enfants de 7-8 ans ou même de 10 ans. C'est pas forcément si simple que ça. Donc c'était comment tu t'appelles, je m'appelle Hassan, je m'appelle etc. On m'appelle n'importe quel prénom. Donc on enseigne ça a l'air de bien marcher, dans la classe tout allait bien. Je descends dans la cour, regardez comment se débrouillaient mes élèves arrivant en France avec les autres élèves. Et puis j'écoute un peu les conversations, je vois qu'ils commencent à rentrer en contact avec certains élèves dans la cour. Et alors à ce moment-là, j'entends un élève francophone qui demande à mes à mes élèves allophones, donc ne parlant pas français, qui leur dit « C'est quoi ton nom ?» Évidemment, ce n'était pas du tout la forme que j'avais enseignée. Donc vous voyez qu'il faut réfléchir effectivement aux formes qui seront employées dans les situations de communication où les élèves vont retrouver. Une autre histoire que je raconte très très souvent, et donc j'espère que vous n'avez pas pensé que je radote complètement si vous l'avez déjà entendu. Donc c'est l'histoire qui m'est arrivée à moi quand je suis arrivé au Mali, en fait. Donc j'avais appris le bambara aux langues orientales. Et donc aux langues orientales, on s'efforçait en tout cas
de supprimer au maximum les emprunts au français des différentes langues africaines qu'on y enseigne. Alors que quotidiennement, les langues africaines, et entre autres le bambara, il y a un énorme stock lexical qui vient de l'arabe, évidemment, comme en français d'ailleurs, et il y a un énorme stock lexical qui vient du français, qui a été emprunté au 19e siècle et au 20e siècle, pendant la période de colonisation du Mali. Donc là, j'avais appris, pour dire la poste, on pouvait dire, enfin les Bambara, quand ils avaient vu arriver la poste au Mali, avaient créé un mot qui est le mot Nagaduroso. Donc un Nagaduroso, ouais, ça c'est pas mal comme mot. En fait, ça veut dire, si vous le décomposez, littéralement, c'est-à-dire Nege, fer, duru, corde, so, maison, c'est la maison des fils de fer. La maison où arrivent les fils de fer, où arrivaient les fils du télégraphe. Donc j'avais appris ça, entre autres. Et je vais au Mali une première fois, au bout d'un an à peu près d'apprentissage. Je sors dans la rue à Bamako et je me dis, tiens, je vais tester un peu mon bambara pour voir ce que ça donne. Donc j'avise un monsieur dans la rue. Je crois qu'on était en train de prendre un café sur le trottoir. Enfin, je dirais. Et donc je dis, Ntereke, donc, et mon ami, Negaduroso Bemi, où est la poste, la maison des fils de fer. Le type me regarde d'un air absolument stupéfait. Il me dit, mais toi, tu sors de la brousse ou quoi? J'ai dit, non, je ne sors pas de la brousse. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et alors après, évidemment, on s'est rendu compte que tout le monde disait postou, la poste, postou, bébine, et non pas l'ancien mot de Nagaduroso. Donc c'était surprenant pour lui de voir un Français qui employait un mot qu'on n'utilisait plus depuis un siècle. C'est comme si vous aviez un Malien qui arrivait devant vous à Saint-Denis et qui vous dise cher monsieur, j'aimerais que vous m'indiquiez où sont les lieux d'aisance les plus proches, quelque chose de ce genre-là. Donc vous voyez, donc il faut bien regarder, pour nous, enfin en tout cas, et puis d'ailleurs en général, il faut bien analyser comment s'est constitué le savoir qu'on est en train d'enseigner et quels sont les savoirs pertinents, évidemment, à enseigner. Ça n'implique pas uniquement un tri, ça implique aussi une réflexion sur le savoir en lui-même et en particulier quand il est question ici de langue. Donc l'enseignant est celui qui a quelques enjambées d'avance sur celui qui apprend et qui transmet ou fait apprendre le savoir. Donc c'est évidemment l'enseignant, donc théoriquement, a une meilleure connaissance de ce qu'il enseigne que l'étudiant, puisque bon, il est censé lui débroussailler un peu le chemin. C'est pas inintéressant d'ailleurs de temps en temps d'enseigner des choses que vous maîtrisez à peine plus que les étudiants, parce que ça vous permet, bon déjà c'est stimulant, et en plus ça vous permet de voir quelles difficultés ils vont rencontrer. Donc souvent vous êtes dans situation, en étant enseignant, de réapprendre des choses, de les redébroussailler à nouveau pour montrer le chemin aux étudiants. Quant à l'étudiant, il acquiert le savoir grâce à une situation pédagogique, mais ce savoir peut être aussi du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-agir, du faire savoir. Donc on reviendra évidemment sur ces termes, hein, mais vous voyez qu'on a créé aussi toute une série de composés avec le savoir. Savoir-faire, donc orienté vers l'action, hein, capacité à faire quelque chose. Savoir-être, donc un peu l'éthos, hein, la capacité à s'instituer dans un certain type de comportement non verbal, savoir agir, faire savoir, donc aussi être capable de diffuser en fait son savoir. Les côtés du triangle sont les relations nécessaires à cet acte pédagogique. La relation didactique est le rapport qu'entretient l'enseignant avec le savoir et qui lui permet d'enseigner. Donc vous voyez que la didactique, en fait, c'est cette partie-là, c'est une relation, en fait, enseignant-savoir qui va mettre en forme le savoir et avoir une réflexion sur la possibilité ou les actions qu'il va falloir faire pour transmettre ce savoir. Donc la didactique, c'est ça, c'est cette partie-là, en fait, qui est plus de la réflexion théorique, en fait, sur la mise en forme des savoirs et sur la manière dont on va les transmettre, sur les stratégies de transmission, les techniques. Ça a un aspect scientifique. On peut expérimenter en fait de la didactique, on peut essayer différentes manières d'enseigner. Hein, et, il y en a eu toute une série, hein, que ce soit les didactiques
qui renvoie aux approches actionnelles, aux approches actives, aux méthodes actives, aux méthodes directes. On en dira un petit mot quand on regardera l'histoire des méthodologies d'enseignement, hein. Je veux dire différents types de didactique. Donc la relation didactique est le rapport qu'entretient l'enseignant avec le savoir, qui lui permet d'enseigner. La relation pédagogique est le rapport qu'entretient l'enseignant avec l'étudiant. Donc vous voyez, quand on parle de pédagogie, on parle plus d'un rapport interpersonnel entre l'enseignant et la classe, ou entre l'enseignant et l'apprenant, au sens personnel du terme, hein. Je veux dire, c'est une relation qu'on établit qui ne correspond pas à quelque chose de scientifique, en fait. C'est la relation avec la classe, c'est les rapports humains, en fait, qui se créent dans la classe, c'est la dynamique de la classe, c'est la manière, en fait, dont on va organiser l'espace classe, dont on va s'adresser aux étudiants, se positionner par rapport à la classe, et la relation qui va naître entre un groupe classe ou entre un étudiant et un enseignant. C'est une partie tout à fait fondamentale de l'acte pédagogique, et de l'acte d'enseigner en général, et c'est évidemment ce qui nous manque, en fait, dans les pratiques qu'on a actuellement. Enfin, c'est la partie qui nous manque, même si on a essayé de la reconstituer à travers les vidéoconférences, etc. C'est ce qui nous manque dans l'expérience qu'on vit actuellement d'enseignement à distance. Vous voyez bien, quand je suis tout seul devant mon écran d'ordinateur à vous parler, en fait, je pense à vous, j'essaye de me représenter vos attentes, etc., et de m'adresser à vous. Mais c'est quand même une situation où je n'ai pas de feedback, je n'ai pas de rétroaction. Je n'aurai vos questions qu'à la prochaine vidéoconférence. Donc la relation pédagogique est le rapport qu'entretient l'enseignant avec l'étudiant et qui permet le processus de former. Enfin, la relation d'apprentissage est le rapport que l'élève va construire avec le savoir dans sa démarche pour apprendre. Donc, rapport avec le savoir que vous allez construire. Donc vous pouvez revenir sur ce site et évidemment mémoriser ces différentes facettes du triangle. Donc vous avez aussi une question sur les postures pédagogiques, donc les postures en général de l'enseignant. On va regarder ça de plus près. Jean Housseil fait remarquer qu'en règle générale, toute situation pédagogique privilégie la relation de 2 éléments sur 3 du triangle pédagogique. Donc dans la médiation, en fait, entre l'enseignant et l'étudiant, la médiation du savoir entre l'enseignant et l'étudiant, en général, on privilégie évidemment 2 des éléments, hein, soit l'enseignant et le savoir, soit l'enseignant et l'étudiant, soit l'étudiant et le savoir. Alors le troisième fait le fou ou le mort. Prenons le cas de l'enseignement traditionnel. Il privilégie le savoir au programme et le corps professoral avec ses charges de travail à respecter. Les élèves ne sont pas entendus et font alors du chahut ou dorment. Donc vous avez dans l'enseignement traditionnel, évidemment, ce qui est sanctifié, en fait, c'est le savoir et l'enseignant. La place de l'étudiant ou de l'apprenant est tout à fait secondaire, c'est ce que je vous disais un peu dans l'introduction. En fait, on considérait que l'apprenant, à ce moment-là, à partir du moment où l'enseignant lui débitait du savoir en tranches, hein, dans des cours, ou lui reconstituait devant lui le savoir livresque ou le savoir académique, l'étudiant automatiquement enregistrait ce savoir. Il n'y avait pas de point de vue critique, ni sur l'activité de l'étudiant, ni sur voilà, les différents aspects, en fait, de la reconstruction du savoir. Donc, de même, dans l'enseignement non directif, la relation pédagogique est primordiale et le savoir est soit inexistant, soit réinventé. Donc, dans l'enseignement non directif, on évite en fait la directivité, c'est-à-dire toute action autoritaire en fait de l'enseignant sur l'étudiant. Donc là, on va avoir une espèce de maïeutique qui va pousser l'étudiant à reconstruire le savoir ou à reconstruire son propre savoir. Donc éventuellement, le savoir est réinventé dans ce type de relation enseignant-étudiant dans un enseignement non directif. La principale critique faite à ce modèle porte sur la non-contextualisation de l'acte pédagogique, dans une époque ou une culture. En effet, cet acte pédagogique se passe à un moment historique et géographique, dans un environnement humain,
politique et sociale qui explicite le processus éduqué que l'on retrouve dans le slogan, par exemple, éducation et formation tout au long de la vie. Donc ça, vous avez vu que c'est quelque chose de relativement nouveau, donc en fait qui va avec l'idée qu'on doit se réformer et modifier ses pratiques tout au long de la vie, se former tout au long de la vie. Ça va avec l'idée en fait d'une société qui bouge plus qu'avant, où avant on avait une formation initiale et on pouvait faire son métier pendant toute une vie en apprenant éventuellement sur le tas un certain nombre de choses. Là maintenant on est dans une société qui se veut, enfin, qui veut donner l'image d'une plus grande mobilité, d'une plus grande agilité, même on entend maintenant. Donc il va falloir se former et s'éduquer tout au long de la vie, le dit la Commission européenne. Ainsi, pour la formation ouverte et à distance et les TIS, l'environnement s'est enrichi avec les technologies de l'information et de la communication. Il semble important d'intégrer cette donnée dans l'éducation des citoyens du XXIe siècle. On peut alors représenter dans le schéma suivant toutes les relations nécessaires à l'acte pédagogique. Voilà, donc vous avez, ça vous donne une petite idée en fait de ce que c'est que ce triangle pédagogique. Ça permet de réfléchir un peu à l'acte d'enseigner, à l'acte d'apprendre et à l'acte de former. Hein. Donc après, on parle souvent de posture en fait. Donc ça, on y reviendra certainement. Donc vous avez différentes postures, la posture savoir, posture enseigner, posture former, posture apprendre, posture éduquer. On y reviendra très bientôt sur les différentes postures de l'enseignant et différentes postures pédagogiques en fait autour de ceci. Donc, j'ai un petit test à la fin qui vous permet de voir quelle est la posture la plus valorisée dans différents lieux de formation que vous avez pu fréquenter. Voilà, donc vous voyez que ça permet de réfléchir un peu à toutes ces questions-là. Ça permet de commencer à se poser des questions, enfin, et à problématiser l'ensemble entre savoir, enseignant et apprenant. Donc on va avoir ce couple enseignement-apprentissage sur lequel on va travailler pas mal et la question des savoirs sur lesquels on veut travailler, donc qui seront des savoirs linguistiques et des savoirs sur la langue, donc des savoirs qui peuvent être des savoirs complètement procéduraux et qu'on peut utiliser pour parler directement. Je veux dire, on apprend très bien les langues sans grammaire par exemple. Il y a tout un tas d'endroits où il n'y a pas de réflexion, il y a tout un tas de langues qu'on a parlé avec ou en tout cas pas le même type de réflexion linguistique ou grammaticale. Je parle par exemple pas mal de langues africaines, certaines que j'ai apprises en fait. On n'a pas du tout cette réflexion sur la grammaire, la réflexion sur la langue est d'un type complètement différent de celle qu'on pratique ici avec la linguistique et la grammaire. La réflexion sur la langue va porter sur des techniques de mémorisation, sur des techniques d'éloquence, etc. Et c'est tout aussi efficace finalement pour parler la langue, peut-être même plus efficace souvent. Alors que les savoirs sur la langue, comme justement la grammaire, la rhétorique, la linguistique, sont des savoirs où on construit un certain nombre de connaissances sur la langue, qui peuvent servir probablement à expliciter un certain nombre de choses, mais qui ne permettent pas forcément de parler mieux la langue qu'on veut parler. Ça, on y reviendra aussi en détail et vous verrez que c'est assez fascinant de voir comment tous ces savoirs se sont construits et comment ils peuvent être différents d'une culture à l'autre. Donc c'est intéressant de voir aussi effectivement l'inscription dans la culture et de l'acte pédagogique. Même chose, quand j'étais petit, j'étais à l'école en Afrique en fait, donc en Côte d'Ivoire, et donc j'avais beaucoup de mes camarades, c'était un moment où la Côte d'Ivoire était certainement moins musulmane que maintenant, mais il y avait quand même aussi des écoles coraniques, et un pourcentage certain, j'étais au centre de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que le nord est beaucoup plus musulman, le sud était beaucoup plus animiste et chrétien, et beaucoup de prophètes d'ailleurs d'autres religions assez fascinantes. Et donc mes collègues allaient le matin, avant l'école nationale, enfin avant l'école ivoirienne, qui était d'ailleurs un peu calquée sur le modèle français, et en français, qui se faisait en français,
euh, tous les élèves musulmans allaient le matin de 7 heures à 8 heures, l'école commençait à 8 heures, allaient à l'école coranique où ils apprenaient l'arabe. Et ils apprenaient l'arabe avec un type de didactique qui est complètement aussi pris dans un contexte. C'est-à-dire qu'on apprenait l'arabe uniquement à partir de la mémorisation du Coran et de la récitation du Coran. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la même manière d'apprendre une langue que la manière dont on va s'y prendre à l'heure actuelle. Hein. Je dirais, bon, ça existe encore certainement dans bien des endroits, mais on apprenait la graphie, ils apprenaient la graphie de l'arabe, ils apprenaient à mémoriser des versets entiers. Ça reposait principalement sur des stratégies de mémorisation et des stratégies probablement aussi un peu visuelles en fait sur la photographie des mots écrits, une stratégie probablement aussi synesthésique en fait où on apprenait les gestes pour écrire. Mais vous voyez qu'il faut toujours contextualiser en fait les différents types d'apprentissage qu'on peut avoir. Donc on regardera ça, on y reviendra, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses, je vous dis beaucoup de choses d'un seul coup, mais on reviendra un peu sur chaque point, bon, ça va revenir, hein, c'est une pédagogie un peu en spirale. Oui, alors deux petites ressources en fait quand même avant de continuer. Alors tout d'abord, bon, UPE2A, ça vient de me revenir cet acronyme, il y en a plein dans l'univers de l'éducation nationale. Donc UPE2A, ça veut dire Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Donc c'est les anciennes classes d'initiation linguistique ou classes de non-francophones, comme on les appelait avant, mais on a évidemment cessé de les appeler comme ça, parce qu'on ne peut pas définir des gens par quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas des non-francophones, sont plutôt des élèves qui parlent d'autres langues, et donc qui sont des élèves déjà bilingues ou potentiellement bilingues dans le futur. Donc une première ressource en fait que vous pouvez lire, ça couvre à peu près le contenu de ce cours, hein, c'est un des bouquins qu'on utilise, donc vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque de Paris 8. C'est le manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, donc de français langue étrangère, donc qui couvre les domaines de la classe de langue, l'apprentissage, la communication, les outils institutionnels, les approches méthodologiques, les pratiques de classe sur l'oral, sur l'écrit, l'enseignement de la culture, le lexique, la grammaire, l'évaluation. Donc ça permet de voir pas mal de choses sur l'enseignement des langues et ça couvre assez largement le programme de ce qu'on va faire. Vous verrez qu'il y a des exercices aussi dedans, donc c'est une lecture assez facile, hein, de vulgarisation en fait sur ce que c'est que la didactique et la pédagogie. D'autre part, il y a en ce moment, enfin qui joue encore depuis le début de l'année, un MOOC. Donc vous avez peut-être déjà suivi des MOOC, Massive Online Open Courses en anglais. Ça s'appelle CLOM en français, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès, l'abréviation française. Ça veut dire cours en ligne ouvert et massif. Et donc on a appelé ça CLOM en français, mais ça n'a pas vraiment fait florès. Donc vous avez un MOOC qui traite de ça, qui est donc sur France Université Numérique. Alors là aussi, il y aurait certainement des choses à dire sur l'abréviation de France Université Numérique, qui est FUN. Donc l'université, vous vous en doutez, vous vous en êtes déjà probablement rendu compte, d'ailleurs c'est fun évidemment. Donc là vous allez sur France Université Numérique. On va le faire tout de suite pour regarder une vidéo au moins du cours fait par l'université de Liège sur le français, un cours qui s'appelle Moi prof de FLE. Voilà, donc France Université Numérique, hein, voilà le site web, hein, l'interface. Donc c'est une plateforme hein, qui propose toute une série de MOOC, vous avez toute une série de choses que vous pouvez découvrir. Donc n'hésitez pas, c'est parfaitement gratuit, hein, c'est différent évidemment des plateformes de MOOC américaines comme edX ou Coursera, hein, je vous en parlerai éventuellement l'année prochaine dans le cours sur les nouvelles technologies et l'enseignement des langues. Donc c'est complètement gratuit, là vous avez un certain nombre de cours auxquels je me suis inscrit, donc vous vous créez un compte hein, évidemment, et après vous vous inscrivez à différents cours. Là vous avez les deux cours de l'Alliance française en fait, enfin deux des cours de l'Alliance française, Vivre en France A2, Vivre en France A1, et vous en avez d'autres encore qui ont été mises en ligne récemment. Donc c'est des exemples aussi intéressants d'ailleurs d'utilisation des nouvelles technologies pour l'enseignement des langues, ça on en parlera dans les prochaines UE.
Là, je me suis inscrit aussi à ça, les métiers du numérique pour inventer le monde de demain, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et enfin, voilà le cours que vous pouvez suivre, qui va aussi être très très convergent avec ce qu'on fait ici. Donc on va en regarder une partie. Hein, donc voilà, vous êtes dans le cours, hein, évidemment. Et on va regarder qu'est-ce que la didactique du FLE, à quoi ça sert. Donc on va regarder un certain nombre de définitions proposées par nos collègues de l'Université de Liège. Donc là, il s'agit donc de Jean-Marc Defaille qui va nous expliquer un certain nombre de choses, en fait un certain nombre de concepts de didactique des langues. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites questions à vous poser. Par exemple, pourquoi parle-t-on parfois de français langue étrangère et parfois de français langue seconde? Excellente question, Nastasia. Je ne pourrais cependant pas répondre de manière définitive car la différence est assez imprécise. Même si elle reste contestable, la formulation français langue étrangère et seconde et l'acronyme FLAISE se sont largement répandus et s'opposent dorénavant au français langue maternelle ou langue première. En général, on réserve l'appellation français langue seconde aux situations où le français ne peut être totalement considéré comme une langue étrangère, soit dans le pays où il est enseigné, en Belgique, en Suisse, au Maroc, soit pour le public à qui il est enseigné, à des immigrés de longue date, à des enfants de familles bilingues, par exemple. Vous verrez que l'on ajoute toute une série d'autres étiquettes au français langue étrangère ou seconde en fonction des circonstances dans lesquelles on l'enseigne. Français sur objectif spécifique, le FOS, français langue d'accueil ou langue d'intégration, français professionnel, français de scolarisation, français sur objectif universitaire, etc. J'en profite pour signaler que l'on appelle langue cible et culture cible la langue et la culture enseignée, ici le français et les cultures francophones. Qu'on appelle langue source et culture source les langues et cultures maternelles des apprenants. Et éventuellement, langue et culture relais, les langues et cultures étrangères que ces apprenants connaissent bien et qui servent, volontairement ou non, d'intermédiaires. Comme par exemple l'anglais pour des Chinois qui apprennent le français. On peut aussi désigner ces différentes langues par des numéros, L1 pour la langue maternelle, puis L2, L3, etc. À propos du public, justement, vous ne parlez pas d'élèves ou d'étudiants, mais d'apprenants. C'est pas un peu trop savant? Rassurez-vous, ce n'est pas pour le plaisir de jargonner que l'on utilise le mot apprenant à la place d'élèves ou d'étudiants, comme dans d'autres didactiques. Mais pour la bonne raison que les publics sont beaucoup plus variés en didactique des langues étrangères, qui dépassent largement le cadre scolaire. Ce terme d'apprenant met aussi l'accent sur leur rôle actif, au même titre que celui d'enseignant. Ce qui me permet d'insister sur les deux versants de la didactique justement, l'enseignement d'une part et l'apprentissage de l'autre. On ne peut plus les confondre comme quand on pensait qu'il suffisait à l'enseignant d'enseigner pour que les apprenants apprennent. Il faut surtout rappeler que l'enseignement est au service de l'apprentissage et pas l'inverse. Pour éviter les malentendus, on associe les deux termes, apprentissage-enseignement, quand la distinction n'est pas en cause. Nous y reviendrons car cette problématique est au cœur de notre travail et de notre réflexion sur ce travail. Ces apprenants sont donc allophones et à ce titre, ils participent à des échanges exolingues, c'est-à-dire que la langue utilisée n'est pas leur langue maternelle. Un locuteur ou un professeur natif parle et enseigne au contraire leur langue maternelle. On appelle aussi primo-arrivants les personnes dont c'est le premier contact avec le pays étranger, sa langue et sa culture, des personnes qu'il faudra accueillir le mieux et le plus rapidement possible. Et pour terminer cette leçon de vocabulaire, les caractéristiques des apprenants, par exemple leur langue maternelle, leur âge, leur niveau de scolarité, constituent ce qu'on appelle leur profil. Profil dont il faut que l'enseignant tienne évidemment compte à tout moment dans son travail, qui consistera à fixer des priorités, à établir un programme rythmé par des projets qui jalonneront le parcours de l'apprenant. Voici beaucoup de P à associer les uns aux autres. J'ai une dernière question. Quelles sont les différences entre cette didactique, la méthodologie et la pédagogie? C'est encore tout un débat parmi les spécialistes, mais nous préférons nous en tenir ici à une répartition rudimentaire, mais qui a l'avantage d'être claire et pratique. La didactique, au sens étroit, s'intéresse aux théories scientifiques
linguistiques, psychologiques, communicatives, culturelles et autres, qui inspirent les méthodes d'enseignement des langues. La didactique des langues se trouve en effet au confluent de nombreuses autres sciences et disciplines, ce qui la rend passionnante mais aussi difficile, tant dans le domaine de l'enseignement que de la recherche. Comme son nom l'indique, la méthodologie, elle, analyse, contrôle, innove, crée des méthodes à mettre en œuvre pour enseigner les langues, en recourant à telles activités, à telles ressources, à tel équipement, en fonction des théories que les didacticiens ont proposées. La pédagogie, elle, se concentre sur le travail direct de l'enseignant avec les apprenants, en classe ou à distance, comme c'est le cas ici. Nous l'avons déjà dit, enseigner les langues est un métier à part entière qui demande la maîtrise de compétences, de techniques, de stratégies variées, dont on peut toujours améliorer l'efficacité. Les 3 niveaux ne sont évidemment pas isolés. Il est indispensable de les articuler les uns aux autres. Un bon enseignant ne cesse de chercher, et c'est en enseignant qu'un bon chercheur vérifie ses travaux. À tel point qu'on utilise aussi, ce sera notre cas ici, le mot didactique dans un sens large pour englober aussi la méthodologie et la pédagogie. Pour finir, il faut signaler que les langues sont tellement indissociables des cultures, comme nous le constaterons constamment, que le terme qui s'impose maintenant est celui de didactique des langues et des cultures étrangères. Et en ce qui nous concerne, didactique du français langue étrangère et seconde et des cultures francophones. Voilà, donc suivez ce MOOC. Nos collègues belges sont très souvent excellents en fait. Il y a beaucoup de choses passionnantes qui se passent en Belgique. C'est l'un des intérêts aussi de la francophonie, justement, c'est que bon, vous allez découvrir au fil du master, si vous faites le master de didactique des langues, vous allez découvrir, vous avez peut-être déjà découvert un certain nombre d'aspects de la francophonie, donc que ce soit l'entrée par les pays et les différentes cultures francophones, les Québécois, les Belges, les Africains de différents pays, les Vanuatais, les gens du Pacifique, donc qu'ils soient de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, ou de Wallis et Futuna. Donc l'intérêt du français, c'est que c'est parlé évidemment par une communauté qui va bien au-delà de la France hexagonale et que le dynamisme justement du français est maintenant tout à fait ailleurs. Je veux dire, on en parlera, on en a déjà parlé un peu dans Francophonie, enfin si vous avez suivi Francophonie, patrimoine culturel et usage didactique, vous avez déjà quelques idées sur la question. Et vous savez déjà que plus de 50% des francophones à l'heure actuelle sont en Afrique. Donc langue française et culture francophone. Langue française éventuellement un peu au pluriel parce qu'il y a, il y a une diversification en fait des parlers du français qui veut même aller jusqu'à la créolisation ou même à la création de langues complètement différentes où il n'y ait plus d'intercompréhension entre le français par exemple et le nouchi de Côte d'Ivoire dont je vous parlerai un de ces jours dans une vidéo sur Aya Nakamura et les parlers français d'Afrique, j'espère. Donc on est dans cette problématique-là. Donc suivez ce MOOC. On reviendra sur tous les concepts qui sont abordés. Donc là, Jean-Marc parle un petit peu des différentes variétés du français qui est enseigné. Donc nous, dans notre question sur la didactique des langues et la problématique de l'enseignement des langues, on parlera évidemment beaucoup de l'enseignement du français langue étrangère. Vous voyez que, bon, aussi quand on enseigne à des gens, à des élèves dont c'est la langue maternelle, on parle de FLM, de français langue maternelle. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes dans un CP ou un CE1, vous enseignez le français à des élèves, en France évidemment, à des élèves qui parlent déjà le français. Et donc vous leur apprenez des choses sur leur langue, que ce soit de l'orthographe, de la grammaire, du vocabulaire, une correction aussi éventuellement de leur langue. Peut-être que la langue qui se parle à l'école n'est pas exactement la même que celle qui se parle à la maison, donc il va falloir avoir accès à l'écrit, il va falloir se cultiver en langue française. On découvre des choses nouvelles tous les jours. Quand vous lisez des textes, quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télévision,
vous allez apprendre vous-même d'ailleurs, et moi aussi d'ailleurs, du nouveau vocabulaire, des choses nouvelles. Donc c'est à peu près infini en fait, le domaine d'une langue. C'est quelque chose, c'est un trésor infini, une langue. Hein. Je veux dire, c'est la possibilité d'exprimer tous les sentiments qu'on peut avoir, mais c'est aussi la possibilité d'exprimer tout ce qui est nouveau. Et donc, c'est un trésor absolument énorme et dans lequel on peut puiser toute sa vie, on n'en a jamais fini. Donc, Jean-Marc parle aussi de différentes variétés du français qu'on enseigne. Donc, le FLES, français langue étrangère et seconde, maintenant différent de français langue maternelle, comme on vient d'en parler 2 minutes. Le français sur objectif spécifique, donc quand on a, en fait, on a découpé un peu la langue en fonction d'objectifs particuliers. Donc vous allez avoir par exemple un gros enseignement du français du tourisme. Quand j'étais attaché de coopération en Thaïlande, j'ai aidé comme ça un master qui s'appelait Master de français pour le tourisme culturel. Vous avez du français du tourisme, du français des affaires, du français de toute une série de disciplines, de la médecine par exemple. Donc où il va y avoir un enseignement sur des terminologies spécialisées et aussi probablement des modes d'adresse spécialisés. Quand on écrit par exemple un article scientifique, il y a un certain nombre de codes qu'on doit apprendre. On va effacer le « je » pour parler en « nous », etc. On va avoir une manière de citer la bibliographie comme vous le faites dans vos mémoires. Donc, il y a toute une série de français sur objectifs spécifiques qui s'adressent à des publics qui vont avoir des besoins particuliers. Ensuite, vous avez le FLI, français langue d'intégration. On n'a pas encore le FLIC, mais ça ne saurait tarder. Et vous avez évidemment un type de français que j'aime bien, puisque c'est le FOU, le français sur objectif universitaire. Donc le FOU, évidemment, c'est fou. Donc vous avez tout ce découpage en fait en différents types d'enseignements, en différents types de français, différents types selon les besoins du public. Français sur objectif universitaire, je plaisante évidemment, mais vous voyez bien que il va y avoir une demande. Les étudiants étrangers qui ont besoin d'intégrer l'université vont avoir besoin de travailler un certain type de français. Ce n'est pas uniquement une question de niveau de langue, c'est aussi une question d'usage à l'intérieur des universités. Si vous rédigez ici un mémoire, les codes sont particuliers. C'est très différent d'un mémoire dans une université américaine, où vous allez aller beaucoup plus vite sur le sujet. Là, vous allez commencer par passer en revue la bibliographie, par développer différentes argumentations et prendre en compte le point de vue de différents auteurs sur le sujet que vous traitez avant de vous exprimer vous-même. Donc vous voyez qu'il y a des choses très très différentes en fonction des cultures et des types de français. Donc Jean-Marc a repris aussi ces différences entre didactique, méthodologie et pédagogie. Donc on fera un peu de méthodologie aussi dans le sens de discours sur les méthodes d'enseignement du français et historique des méthodes. Voilà, je crois qu'il y a déjà pas mal de choses pour ce premier cours qui vous permettent d'effleurer un peu le sujet, de voir un peu de quoi on va parler. Donc on parlera d'enseignement des langues, de didactique, de pédagogie, de méthode, de stratégie d'apprentissage, et aussi de langue et de culture, bien entendu.